Badr Saoudi. Eh bien, chers auditeurs, avant toute réussite, il y a un regard, et ce regard, c'est celui que l'on porte sur soi. L'estime de soi, nous en parlons ce matin, elle détermine nos choix, nos relations, nos ambitions, notre façon d'habiter le monde. Pourtant, elle est souvent confondue avec son ombre, c'est-à-dire la vanité, l'orgueil, la simple confiance en soi. Mais comment la cultiver? Comment s'aimer justement sans excès ni complaisance dans une société qui est saturée de comparaisons, où la performance est devenue boussole et la reconnaissance un carburant? Préserver une estime de soi solide relève presque de la résistance intérieure. Nous en parlons de 10h à midi et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec des invités que je vous présenterai rapidement. Nous sommes avec Rita Moubalaki qui est psychologue et nous sommes avec Sim Hamidcha qui est business coach et conférencier. Et nous parlons ce matin d'une thématique qui est souvent évoquée, quelquefois négativement et souvent une façon de motiver les uns les autres. On parle d'estime de soi. Alors certains effectivement ont une estime quelquefois minée d'une certaine façon. C'est un terrain quelquefois qui n'a pas été cultivé depuis l'enfance et avant d'en venir aux raisons pour lesquelles nous avons parfois une haute estime de soi-même ou à l'inverse une estime dégradée, je voudrais qu'on commence par définir, parce que quand on parle d'estime de soi, on pense immédiatement à la confiance en soi-même et souvent il vaut mieux en début de conversation s'accorder sur le sens des mots. Alors, l'estime de soi, donc bonjour déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, l'estime de soi, en fait, c'est la valeur que l'on s'accorde. C'est la valeur qu'on accorde surtout à ce qu'on est et pas nécessairement à ce qu'on fait. Tu viens justement d'évoquer la confiance en soi qui est légèrement différente de l'estime de soi, puisque la confiance en soi est justement la valeur qu'on accorde à ce qu'on fait. Concernant donc l'estime de soi, c'est cette valeur-là et aussi elle définit la manière dont on se perçoit, dont on se juge et dont on se traite au quotidien. Alors, je vais prendre des exemples peut-être frappants. Alors, quand on regarde le monde du sport, de l'e-sport ou de la compétition en général, la performance des joueurs ou des sportifs ou effectivement de ceux qui sont dans le monde de la compétition, quand il y a une défaite, quelquefois on voit des visages qui sont dévastés, c'est-à-dire on voit parfois effectivement une association même entre la performance et la valeur qu'on s'accorde. C'est Mohamed Cher. Ouais, parce que en fait à la base, si on veut, on peut définir ce n'est pas l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas la confiance en soi, ce n'est pas l'image de soi et ce n'est pas de l'amour de soi. C'est un peu tous les trois et ils se nourrissent entre eux. Donc ce qui fait que lorsqu'on va vouloir comprendre des cas, par exemple dans le sport, on aura besoin de contextualiser. Parce qu'on peut trouver quelqu'un qui a une haute estime de lui ou une pseudo-haute estime de lui dans un contexte donné, mais pas dans un autre. Et là, il s'agit juste de bien définir les mots pour bien comprendre. Donc si tu veux reformuler ta question, à l'image de ce qu'on vient de donner, ça serait quoi ta question ? Ma question, c'est tout simplement quelles sont les situations dans lesquelles on peut identifier une estime de soi ou rehaussée ou à l'inverse, quelquefois dévastée. C'est souvent par les images qu'on a retenues durant notre existence qu'on associe effectivement une définition, l'élocution qu'on essaie de cerner. Ouais. Et la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est celle des sportifs qui quelquefois associent ce qu'ils font à ce qu'ils sont. Ouais. Et par conséquent, ils associent l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes aux performances qu'ils vont avoir sur le terrain ou dans quelques compétitions qu'on puisse observer. Il y a parfois cette association-là. Alors, quand on essaie de définir, il faut discerner, voire distinguer de ce point de vue. Si vous avez des images peut-être qui vous viennent immédiatement à l'esprit, elles seront les bienvenues. Alors, effectivement, pour ce qui est de ce qu'on fait qui peut augmenter l'estime de soi, on est plutôt d'accord là-dessus. Cela dit, il peut arriver qu'on se sente très performant et particulièrement bon dans ce qu'on fait, mais se sentir profondément inadéquat. Et c'est là qu'agit l'estime de soi. Oui, yes. Inadéquat. Oui, c'est-à-dire qu'on peut ne pas nécessairement se sentir aligné, avoir conscience que ce qu'on a fait est plutôt bon, est plutôt réussi, mais pour autant ne pas avoir un jugement, un auto-jugement de soi qui est assez bon. Je vais donner un exemple. Ce qu'on peut souvent faire, c'est associer sa réussite à des facteurs externes. Du type, c'est un peu normal, l'équipe adverse, notamment puisque tu parlais du foot, l'équipe adverse était particulièrement fatiguée, particulièrement incompétente aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai réussi.
Et si tu veux, là, l'estime de soi, elle n'est pas nécessairement rehaussée, dans la mesure où on ne s'attribue pas les réussites par rapport à des facteurs internes profonds. Et on peut tomber dans l'inverse aussi. On peut associer sa réussite à un facteur externe, mais on peut aussi associer son échec à un facteur externe. Exact. Et donc, dans les deux cas, on va osciller entre deux personnages, l'un qui a une faible estime de lui et l'autre qui a une haute estime de lui. Et c'est ce qui crée, entre guillemets, pas dans le sens pathologique, un trouble bipolaire, on va dire. Je vais sauter de un jour où je me sens confiant, j'ai une haute estime de moi, et un autre jour, j'ai une faible estime de moi. Et là, la solution, elle n'est pas à l'extérieur. La solution, elle est à l'intérieur. Elle est là pour réintégrer les deux parts de toi. Parce que des fois tu es compétent et des fois tu ne l'es pas, et ça touche plus la compétence. Le faire touche plus à la confiance en soi. L'être, ça touche un peu à l'amour de soi et l'image de soi. Et ces deux-là vont travailler sur les trois. C'est ce qui va hausser son estime de soi. Et l'estime de soi, ce n'est que son nom l'indique, c'est une estimation du personnage que je pense que je devrais être, et le décalage entre ce personnage et le personnage que je pense que je suis. C'est-à-dire, c'est une estimation. On est exactement ce qu'on aurait voulu qu'on soit, plus cette estime est haute, si j'entends bien. C'est un jeu de perception. Le but du jeu, c'est de changer ses perceptions. Parce que si tu peux être ultra performant aux yeux du monde, mais si tu penses que tu devrais être autre chose, ton estime de toi va être faible. En fait, l'estime de soi augmente. Effectivement, ça on peut l'observer même dans le sport de haut niveau. Si on est un joueur professionnel, on va ressentir parfois, on peut être entre guillemets dévasté à l'idée de ne pas être le meilleur joueur du monde. Ouais. Et se comparer toujours à ceux qui sont au-dessus, et par nécessité, vu que nous sommes 8 milliards et par la loi des nombres, il est très difficile entre guillemets de figurer parmi ceux qu'on va estimer au-dessus de soi-même. Mais c'est un carburant quelquefois. Ouais. C'est un carburant entre guillemets que d'être dans la nécessité de se dévaloriser pour faire le chemin vers cette image qu'on veut être. Rital Moubaraki. Bien sûr, c'est un carburant parce que ça permet d'avoir des objectifs, parfois atteignables, parfois inatteignables, et ça on peut en parler effectivement. Quand ils sont inatteignables, ça entache l'estime de soi. Mais comme dans tout le reste, c'est un continuum, c'est-à-dire que si on rentre beaucoup dans ces objectifs inatteignables, ce qui peut se passer, c'est ce décalage justement dont parle Simo. Et le problème aussi qu'on peut rencontrer, c'est effectivement cette comparaison sociale qui peut être délétère pour les individus. Et après, ça concerne énormément la génération dans laquelle nous vivons, avec les réseaux sociaux notamment. De se comparer socialement n'est pas nécessairement bon pour l'estime de soi. Oui, et je le disais, quelquefois, elle est confondue avec son ombre, la vanité ou l'orgueil. Et dans le parcours scolaire, on est habitué à se comparer. Et souvent, si on observe le parcours des uns et des autres, le principe des prépas, le principe des concours, le principe même de la notation, c'est un principe de comparaison. Donc c'est quelque chose qui est là depuis la naissance, ou presque. L'école et le monde dans lequel on vit est, dans son essence, un monde de comparaison. Et la comparaison, que tu te sentes supérieur ou que tu te sentes inférieur, dans les deux cas, ça tue ton estime de toi. Parce qu'au moment où tu te sens supérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui est meilleur que la moyenne. La moyenne, c'est quoi ? C'est la référence que j'ai dans mon esprit inconsciemment. Donc, si je fais mieux que la moyenne, ça veut dire le jour où je fais moins bien que la moyenne, selon mes perceptions, encore une fois, je vais avoir une faible estime de moi. Donc, lorsque tu te compares même positivement et que tu te sens supérieur, et d'ailleurs, j'ai dans mes clients beaucoup d'entrepreneurs, et moi-même je le suis, eh bien, j'ai ce complexe de supériorité. Parce que pour être entrepreneur, pour réussir, j'ai besoin de croire que je fais les choses mieux que les autres. Donc, toutes les fois où je crois que je fais les choses mieux que les autres, ça active mon complexe de supériorité, donc je me sens supérieur pendant un temps. Mais le jour où je suis fatigué, le jour où j'ai envie de déprimer, ça m'arrive, et ça m'arrive même souvent, parce que justement je joue entre ces deux personnages, et donc le jour où j'ai envie de rien faire, ce qui a haussé mon estime avant, eh bien c'est le même sujet qui baisse mon estime de moi. Donc la solution c'est quoi ? C'est de sortir de la comparaison. C'est facile de le dire, maintenant comment le faire, on pourra en parler après. Ce sera après la respiration musicale et la transition est toute trouvée. Nous resterons ouverts à l'échange si vous avez des avis ou des questions à faire entendre. Ce sera bien entendu jusqu'à midi. Vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous sommes avec nos deux invités, à droite avec Rita Moubaraki, à gauche avec Si Mohamed Shah, et nous parlons de l'estime de soi-même. Comment en sortir parfois de ce qui peut laminer, c'est sortir de la comparaison, j'ai bien entendu. Alors c'est tout un programme. On veut se marier, on observe effectivement les mariages sur les réseaux sociaux, on veut faire un voyage, on va observer des paysages paradisiaques, on veut faire n'importe quoi, effectivement, il y a des façons qu'on a ou de se, disons, de trouver une sorte d'inspiration ou d'émulation ou de se comparer, et il est très difficile de s'en extraire. Si Mohamed Shah. Oui, très difficile. C'est très difficile. Et j'ai envie de dire que c'est tous les jours que j'aime travailler ça, parce que je pense qu'on a c'est humain. C'est comme j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me comparer, parce que c'est une société de comparaison. Maintenant, il y a des petites tactiques, mais le travail de fond, au-delà des tactiques, on pourra en parler, des astuces. Eh bien, le travail de fond, c'est quoi ? Et c'est ce que mon mentor m'a dit un jour, il y a plus d'une dizaine d'années, il m'a dit, tu sais Simo, ta vie devient épanouissante, authentique. Et authentique, ça vient de authenticos, c'est-à-dire vivre sous sa propre autorité. Ta vie devient épanouissante et authentique lorsque les voix de l'intérieur deviennent supérieures aux voix de l'extérieur. Et c'est ça la complexité, c'est qu'on a plus de voix à l'extérieur que notre voix à l'intérieur. On a plus envie d'écouter nos voix à l'extérieur que nos voix à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme de survie, c'est amygdalien, c'est ancré en nous. Parce que étant petit, tu as besoin d'écouter ta maman et ton papa pour manger. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'écouter les profs pour faire partie du groupe. Parce que ancré en nous, on ne peut pas sortir du groupe, on ne peut pas sortir de la tribu. Si on sort de la tribu, on meurt, on est faible dans la nature. Et ce mécanisme, on l'a gardé dans une société comme celle-ci. À plusieurs, on va chasser un mammouth, seul, Exact. Tout au plus, on chassera des sangliers. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui... Si on est optimiste. Exact, ça dépend. Toi, tu aimes le sanglier ? C'est pour la comparaison. Rita Moubaraki, alors sur la comparaison et la difficulté d'en sortir. Alors, sur la comparaison et la difficulté d'en sortir, il faut savoir que de toute façon, je pense que c'est important de l'établir dès maintenant. L'estime de soi, on vient de l'évoquer, elle est pas un caractère figé, c'est quelque chose qui se construit. Et effectivement, ça se construit par rapport au fait que nous sommes des animaux sociaux et donc on évolue dans une communauté sociale. Et à partir de là, on peut définir les causes. Alors, les causes d'une estime de soi qui est plutôt baisse, qui est plutôt affaiblie, ce sont les croyances de base. Et les croyances de base, elles viennent souvent de l'enfance, soit des adultes qui ont eu un jugement sur notre comportement, soit de nos camarades. En tout cas, ça se construit quand même assez tôt, je dirais même avant 16 ans, pour ce qui est des phrases qui sont assez récurrentes dans l'esprit, du style « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Ensuite, il y a les règles et les attitudes conditionnelles. On risque de devenir quelqu'un de pas bien. Oui, on risque pas de devenir quelqu'un de pas bien pour autant, mais ce sont des phrases qui sont assez récurrentes et qui viennent de manière inconsciente finalement à notre esprit et qui, comme vient de le définir Si Mohamed, sont des phrases qui viennent régir nos comportements et qui, c'est-à-dire que nos discours internes effectivement ne sont pas aussi brillants que les discours externes qu'on a pu percevoir dans le passé. Ensuite, il y a les attitudes conditionnelles et ça on l'utilise énormément. Ce sont des phrases qui consistent à dire pour être aimé, je dois être parfait. Par exemple, ces phrases conditionnelles-là, ce sont des phrases qui ont un lien aussi avec la comparaison sociale. Et effectivement, la comparaison sociale, il y a une échelle de la réussite, et il y a une échelle entre guillemets dans la société que certains effectivement souhaitent gravir. Et puis dans l'enfance, certains doivent faire un certain effort effectivement pour mériter l'affection de leurs parents, et d'autres ont un rapport tout autre avec effectivement leurs parents qui sont quelquefois même dans une forme de complaisance. On va y venir sur ce qui forge cette entre guillemets cette perception qu'on peut avoir de soi-même. Nous allons rester à l'antenne jusqu'à midi. On va se retrouver après le flash qui nous est présenté, comme je l'avais annoncé il y a de cela quelques instants, par Karine Drounet. Et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos deux invités que je présenterai rapidement. Rita Moubaraki qui est psychologue, Si Mohamed Shah qui est conférencier et qui est business coach. Alors on parle de l'estime de soi parce qu'on se dit que c'est un ferment ou c'est un carburant entre guillemets qui peut nous aider à, disons, aller de l'avant de façon générale. Mais on évoquait tout à l'heure l'hétéro.
Et c'est souvent dans la petite enfance et dans le regard que portent sur nous les parents que se construisent entre guillemets ces phrases qui nous accompagnent et qui sont entre guillemets des logiciels qui évaluent l'estime qu'on porte vis-à-vis de soi-même. Alors, je parlerai plus d'une période de vie, effectivement, en parlant de l'enfance, mais pas nécessairement du jugement que peuvent avoir nos parents sur nous. Pendant cette période-là, il y a également les camarades de classe et ces comparaisons sociales, elles peuvent aussi émaner... Les bons sports, bons... Absolument, exactement. Bon, toutes choses. Oui, exactement. C'est ça. Et en fait, plus tard, et dans nos sociétés notamment, on a aussi évoqué les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ce sont des terreaux extrêmement fertiles à la comparaison sociale et pas nécessairement constructive, puisqu'il y a comme une sorte de quête de soi à travers l'injonction sociale. Oui. Il faut être assez instagrammable, il faut être assez sportif, il faut s'alimenter plus que correctement, et donc toutes ces injonctions-là, elles sont délétères pour les individus. Délétères, et certains en font un carburant entre guillemets qui les rend meilleurs. C'est cela le paradoxe Clairement. Des carburants. Clairement. Oui. Ça, en fait, tu sais, ce que j'ai remarqué aussi de manière empirique, c'est que toutes les personnes qui vont évoluer dans leur vie, dans un certain domaine de vie, que ce soit la santé, la spiritualité, les finances, la vocation, le travail, l'intellect, ils vont avoir un certain nombre de croyances qui vont les aider à évoluer jusqu'à atteindre un plafond de verre. Et ces mêmes croyances, ces mêmes compétences qui les ont aidés vont être leur niveau de blocage. Par exemple, dans mon entreprise, ce qui m'a aidé à faire développer mon entreprise, c'est le fait que je sois capable de tout faire. Marketing, vente, livraison client, tout. Et arriver à un certain niveau, c'est ce qui me bloque, c'est de vouloir tout faire. Parce que vouloir tout faire, c'est pas possible à un certain niveau, tu peux pas livrer tout le monde, tu peux pas garder la même qualité tout seul, et c'est l'épuisement et c'est le burn-out. Donc j'avais besoin d'apprendre à déléguer. Donc j'avais besoin d'apprendre les compétences contraires de ce que j'avais développé. Et c'est pareil pour l'estime de soi et l'amour de soi et l'image de soi, c'est d'accepter que dans des phases de vie, dans certains niveaux, on va avoir besoin de tuer un ancien soi et de faire renaître un nouveau soi. Et ça, c'est ce que on peut nous apprendre à l'école. Si nos parents nous apprennent ça, nous apprennent que on va créer un personnage, on va le développer, et ensuite on aura besoin de le tuer pour passer à un autre niveau. C'est ça la vraie estime de soi. Oui, mais cela nécessite, disons, de limiter l'identification, qui est un processus naturel. On s'identifie à des visions qu'on a de soi-même quand on avance dans la vie. Bon, il y a ceux qui s'identifient à leur profession, il y a ceux qui s'identifient à l'activité qui est la leur, qu'elle soit sportive ou autre. Et les identifications sont nombreuses, elles sont aussi des identités entre guillemets aussi nationales. On a une culture et effectivement qui implique un certain nombre de croyances et de façons d'être. Rital Moubaraki. Alors oui, effectivement, dans nos sociétés, il y a une injonction à être dans certains cadres et dans un certain moule. Après, tout à l'heure, si Mohamed, tu parlais d'authenticité et j'ai beaucoup aimé... Les voix intérieures, les voix extérieures. Oui. Et dans cette authenticité-là, finalement, l'idée dans cette société, c'est d'essayer de contrôler un maximum ce basculement de l'estime de soi authentique à l'estime de soi performative. Parce que c'est aussi ça que tu évoques à travers l'hyperpolyvalence à laquelle on peut s'auto-exposer nous-mêmes. Et l'idée, effectivement, c'est de réussir à se réinventer et à accepter d'abandonner certains schémas pour construire une version qui est plus juste aujourd'hui. Et quand on s'adresse aux uns et aux autres, effectivement, quand on voit une difficulté ou une croyance qui constitue un blocage pour celui qui l'a fait entendre, il y a les explications qu'on peut partager. Par exemple, celle qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est Mohamed Shah. Et puis, dans un processus, entre guillemets, dans un cabinet, quand on va recevoir une personne, c'est plus difficile, entre guillemets, d'intégrer des discours. Il y a une limite entre guillemets de la rationalité et même des explications pour que les uns et les autres puissent entreprendre un chemin qui entre guillemets peut leur être bénéfique. Rital Moubaraki. Dans la pratique, quand on entend les uns et les autres, il est difficile de commenter, d'estimer et de sentir que la personne est prête même à entendre des choses qui peuvent lui être désagréables.
Oui, c'est vrai. Il est compliqué de le faire, mais je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de questionner le patient sur son auto-jugement, sur la manière dont il s'auto-juge. De toute façon, lorsqu'on entend le discours des individus, on peut tout de suite voir qu'ils peuvent avoir une rigidité et une certaine sévérité à s'auto-estimer, à s'auto-juger soi. Et nous, ce qu'on propose, c'est souvent de demander aux patients ou aux individus en général, si on échange avec nos proches, de faire un pas de côté et de se dire, est-ce que ce jugement sévère, j'aurais le même s'il s'agissait d'une personne qui m'est chère et qui me racontait exactement la même situation? Est-ce que j'aurais utilisé les mêmes mots pour décrire sa situation et décrire sa performance? Oui, et la situation est sensiblement différente lorsqu'on fait des conférences ou lorsqu'on les organise ou lorsqu'on accompagne effectivement avec un autre background. Le background des psychologues, c'est une démarche et c'est un processus qui est sensiblement différent de celui qu'on entreprend entre guillemets dans ce qu'on appelle le coaching de façon générale. Merci Mohamed Shah. C'est clair, on sépare les deux alors qu'il est, selon moi, impossible de séparer la thérapie, le passé, et le futur. Sinon, on ne peut pas accompagner quelqu'un dans son entièreté, on va le séparer, on va accentuer son manque d'estime. Pourquoi ? Parce qu'un individu, c'est un ensemble de personnages qui va jouer en permanence. Et la capacité à réintégrer ces personnages, c'est la capacité à avoir une haute estime de soi. Je m'explique. Si toi, tu viens me dire, là, aujourd'hui, Simo, ta manière de parler, je sais pas, ta voix n'est pas assez rugueuse aujourd'hui et donc tu as moins de virilité, par exemple. Tu affiches moins de virilité. Imaginons que je ne suis pas à l'aise avec ma part qui est moins virile. Donc ça va me blesser. Je ne vais pas accepter la critique. Mais peut-être que dans ta critique, il y a quelque chose qui se cache, mon prochain niveau d'évolution. Mais par contre, si tu me dis ça et que je me dis, c'est vrai que des fois, j'affiche moins de virilité et d'autres, j'affiche plus de virilité et la moyenne des deux fait que je suis un être complet et entier. Je suis capable de prendre ta critique, l'utiliser pour moi, pour ma mission, pour grandir et ne pas avoir des pensées qui vont continuer à ressurgir et m'empêcher d'aller vers ma mission, vers ce qui est important pour moi, vers ce qui est authentique pour moi. Et c'est quoi l'être authentique que je suis? C'est que si tu me dis que je suis méchant, ben oui, je suis méchant. Challenge ce qui est important pour moi et tu verras ma méchanceté. Soutiens ce qui est important pour moi et tu verras ma gentillesse. Je suis les deux. Donc si tu me dis que je suis méchant et que je ne l'accepte pas et que ça continue à me faire travailler, ben forcément ça c'est parce que j'ai un manque d'estime de moi à la base. Et ce qui fait que ma relation, mon rapport aux autres, au monde extérieur, devient conflictuel avec les autres. Mais la réalité c'est que ce n'est que le reflet de mon manque de paix avec moi-même. On dit en arabe et en français être en paix avec soi-même. En réalité, comment tu sais que tu es en paix avec toi-même? C'est lorsque tu es en paix avec les autres. Oui, mais c'est le terme que j'ai entendu tout à l'heure, pour qui fait référence à Jung, réintégrer ces différentes personnalités. Alors là, j'entends l'enchaînement, entre guillemets, du raisonnement. Et pour l'appliquer ou l'intégrer dans une vie, pour soi-même, effectivement, c'est un processus et c'est quelque chose de plus délicat. C'est très simple. Et comment tu peux détecter l'endroit où tu as le plus à évoluer? C'est lorsque tu es challengé, lorsque tu réagis à quelque chose d'extérieur. Oui, donc que tu refuses avec virulence ou que exactement. Tu acceptes entre guillemets. Plus tu refuses avec virulence, mieux c'est. Parce que c'est là où tu as besoin de réintégrer la plus grande part de toi, ta plus grande zone d'ombre, donc ton plus grand niveau d'évolution. Si quelqu'un te blâme par exemple, tu ne m'écoutes jamais. Tu peux dire dans un premier temps, si, mais regarde quand je t'écoute, dans le couple ça arrive souvent, l'un dit tu ne m'écoutes jamais et l'autre dit bah si, regarde, j'ai des preuves. Et l'autre il a des preuves aussi. Donc le processus de justification, c'est un indicateur entre guillemets. Oui, il t'empêche de grandir. Parce que ce que tu peux faire plus tard, quand l'émotion descendra, déjà tu peux respirer pour que l'émotion descende, mais plus tard, tu vas rationaliser. Comme le dirait Spinoza, le fait de rationaliser les choses, ça peut permettre la transformation. Et comment on rationalise? En se posant des questions. La qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que l'on se pose. Et quand on se pose des questions pourries, on a des réponses pourries et donc une estime de soi pourrie. Et quand on se pose des questions qui nous animent, qui nous font grandir, on grandit. Donc la question est la suivante. Où et quand, spécifiquement, je n'écoute pas la personne qui me blâme d'écoute?
Où et quand spécifiquement je n'écoute pas les autres. Et liste jusqu'à ce que tu vois que, en fait, tu es un être humain et des fois tu écoutes et des fois tu n'écoutes pas. Et c'est valable pour toutes les critiques. Jusqu'à ce que tu réintègres ces parts et d'arrêter de réagir lorsque les gens te font réagir. Et là, tu reprends ton pouvoir parce que tu ne réagis plus au monde extérieur. Tu es capable de transformer le monde extérieur. Respirer avant de poser une question. On respire musicalement dans notre émission. Il est 10h45 et on va en profiter pour effectivement rappeler à ceux qui nous écoutent que nous resterons joignables. Si vous avez des avis ou peut-être même des questions ou des témoignages à faire entendre, nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos deux invités, Rita Moubaraki et Mohamed Shah. Alors Rita Moubaraki, sur effectivement les terreaux sur lesquels se construisent ces évaluations qu'on porte sur soi-même. Alors, donc on avait parlé du passé effectivement de la période de l'enfance et il y a aussi pour pouvoir évaluer tout ça des évaluations validées scientifiquement qui peuvent permettre aux individus de savoir où est-ce qu'ils se trouvent en matière d'estime de soi. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir l'évaluer. Donc il y a l'échelle de Rosenberg qui est une échelle qui est assez rapide. Ce sont 10 affirmations, c'est noté il me semble de 10 à 40 et l'idée est d'essayer de savoir dans quelle mesure est-ce que l'estime de soi est plutôt renforcée ou plutôt affaiblie. Ces évaluations-là, elles permettent aussi de savoir sur quel volet est-ce qu'on peut travailler. Alors, d'un point de vue cérébral, il faut aussi savoir que l'estime de soi, et lorsqu'on a une estime de soi qui est plutôt élevée, on a des zones du cerveau qui sont plus activées que d'autres, et ces zones-là sont des zones qui sont en lien avec le principe de plaisir notamment, et avec le circuit de la récompense. Toutes ces choses-là, elles permettent bien sûr de tenir compte des raisons pour lesquelles l'estime de soi est plutôt basse, donc comme on l'a dit, ça se construit dans le passé, dans l'enfance, mais aussi de savoir sur quels éléments est-ce qu'on peut travailler pour augmenter son estime de soi. Et évaluer le point de départ, essayer de faire un chemin. Alors le point de départ peut être entre guillemets une estime dégradée ou à l'inverse une estime, ce qui renvoie à la même chose, une estime surévaluée entre guillemets, si Mohamed Shah. Et aller dans la direction d'intégrer effectivement ces différentes personnalités ou s'extraire entre guillemets de la comparaison, c'est faire un chemin différent. Il revient au même. Il revient au même parce que, en fait, c'est interrelié. Lorsque tu as un complexe de supériorité, donc tu te sens supérieur ou que tu te sens inférieur, dans les deux cas, tu te compares. Oui. Donc, dans les deux cas, la source est la même. Et pareil, l'estime de soi n'existe pas dans l'absolu. Elle existe que lorsque tu as un point de comparaison. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de travailler ton estime de soi. Tu n'as rien besoin de travailler parce que tu es déjà parfait tel que tu es. Ce que tu peux faire, par contre, c'est de voir pourquoi est-ce que tu te compares. Et la faible estime de soi, ou la haute estime de soi, c'est ce que j'appelle une pseudo-estime de soi. Elle peut être haute ou faible. Eh bien, cette pseudo-estime de soi n'est qu'un feedback physiologique de ton corps et de la perfection de ton esprit pour t'apprendre à arrêter de te comparer. Parce que ce que ton âme, ce que ton être veut le plus au monde, c'est vivre selon ta propre autorité, qui tu es, parce que tu as une magie à apporter dans ce monde. Tu as une lumière à apporter. Et ta comparaison t'empêche de donner cette lumière au monde. Oui. Donc, ma question pour toi, c'est que lorsque tu te compares et lorsque tu repères les moments où tu te compares, pose-toi la question, qui es-tu pour priver le monde de ta lumière ? Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu t'a créé parce que tu as une lumière en toi. Tu as une espèce d'essence divine en toi. Et tu sais, dans la respiration musicale, tu as parlé d'un exercice que je trouve magnifique, parce que je pense que tu devrais nous le partager aux auditeurs. Il est meilleur que ce que moi je partagerai. C'est ce que tu fais, le travail que tu fais. Eh bien, ce travail-là, il permet justement de développer une estime de soi qui est authentique, qui est solide, qui n'est ni supérieure ni inférieure, qui est juste telle qu'elle est. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant pour les auditeurs ? Je peux l'évoquer, il y a un exercice de méditation. Bon, il y a effectivement différents types de méditation. C'est une locution qui regroupe des pratiques très différentes, par exemple la respiration ou l'autre. Alors dans cette méditation, il y a une phrase, entre guillemets, qu'on se dit intérieurement
quand on inspire et une autre phrase qu'on dit quand on expire. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Ça veut dire il est une chose qui entre guillemets, qui nous traverse et qui ne sont pas cette identification-là. Et quand on le dit pendant un certain nombre de 7 minutes, c'est un exercice qu'on fait pendant 7 minutes et par la suite on va simplement observer sa respiration et c'est un travail de désidentification entre guillemets. Je l'évoquais parce que ça faisait écho à ce que vous disiez en début d'émission. Parce que effectivement on ne sait pas ce qu'on est. On a une vie qui surgit, on ne sait pas et ce qu'on est à découvrir. Souvent, les circonstances sont là pour éclairer, entre guillemets, ou ce qui nous blesse, ou ce qui nous réjouit, ce qui trouve écho en soi-même. Alors, c'était effectivement, ça faisait écho à ce que tu disais tout à l'heure, si Mohamed Shah, faire place aux voix intérieures, entre guillemets, Ritza Moubaraki. Alors, effectivement, faire place aux voix intérieures, c'est l'objectif auquel on doit arriver. C'est vraiment le mot d'ordre, d'être dans une auto-évaluation qui est quand même plus stable et sortir finalement de la performance. Après, je pense que cette idée de pensée donc, qui me semble très juste, elle est souvent entravée par la société dans laquelle on vit, puisqu'on vit quand même sur un capital psychologique valorisé. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions particulières. Et il y a des phrases qu'on peut aussi souvent retrouver et qui s'apparentent à du je m'aime, donc je réussis. Comme si on avait une injonction à s'aimer tout de suite maintenant. Et là où je suis assez d'accord avec Si Mohamed, c'est que tout ça c'est contextuel. Quand, où est-ce que je m'aime là aujourd'hui? Est-ce que c'est valide après-demain quand je serai dans telle ou telle situation? C'est vraiment la question à se poser et renforcer un auto-jugement positif et stable est quelque chose qui nous aide à faire face à tous ces changements de contexte. Un auto-jugement positif et stable. Entre guillemets, dans la société, la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que quand dès l'enfance, entre guillemets, on peut avoir des aptitudes, et ces aptitudes, on aura tendance, les aptitudes qui nous valorisent dans la comparaison qu'on se fait, par exemple, avec les camarades, avec les personnes qu'on rencontre, on aura tendance à s'identifier à ce qui nous distingue positivement. Alors, on va porter parfois un regard admiratif vis-à-vis de soi-même parce que on regarde de cette façon-là lorsque on a des facilités à l'école par exemple et des facilités aussi dans le sport, on peut y penser effectivement et quand on a ce regard vis-à-vis de soi-même de l'extérieur, on est encouragé effectivement à poursuivre sur cette voie qui nous donne au moins cette gratification, ce regard admiratif de ceux qui nous entourent. Oui. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement là tu es en train d'évoquer le feedback positif et le feedback positif il est effectivement important pour pouvoir avoir une estime de soi qui est positive. Maintenant il y a une petite nuance parce que dans les feedbacks positifs il y a une expérience qui a été menée qui s'appelle l'expérience du feedback différencié où en fait on va prendre un groupe de personnes à qui on va donner un feedback positif, point, on va le retenir comme ça, et de l'autre côté un feedback positif exagéré. Et en fait, l'être humain et le cerveau humain distinguent très très bien la différence entre le feedback positif qui semble authentique et celui qui semble exagéré puisque il n'est pas constructif, il n'est pas réaliste et il n'est pas intégré. Le feedback positif exagéré, on le ressent entre guillemets, on n'a pas envie de le recevoir parce qu'on sent qu'il a davantage trait à la perception de l'autre. Il semble inauthentique, il semble artificiel. Et en fait, cette expérience montre que ceux qui ont reçu un feedback constructif et réaliste qui est intégré par l'individu qui le reçoit, augmente ses performances, augmente sa motivation. Donc il y a vraiment une différence de résultat qui est assez perceptible. Ce qu'il en sort de cette expérience finalement, c'est que quoi qu'il en soit, les facteurs externes sont des choses qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, qu'il faut renforcer les facteurs internes et le feedback positif que l'on peut avoir nous-mêmes à travers l'auto-jugement notamment. Oui. Et j'ai justement envie d'évoquer une expression en tachlihit, comme il peut souvent m'arriver de dire c'est-à-dire que on ne peut se gratter correctement qu'à travers sa propre main. Finalement, lorsqu'on demande à l'autre de nous gratter l'épaule, par exemple, il va sensiblement être un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite, et ne pas être précis vis-à-vis du point qui semble avoir besoin d'une estime de soi renforcée. Ce que ça fait écho en moi, c'est dans une précédente émission
l'émission, on parlait de la perception des cas dans les entreprises. Il y a très souvent un désengagement et effectivement, souvent ceux qui ont eu un parcours scolaire exemplaire et qui se retrouvent entre guillemets dans des positions de salariés, mais de salariés privilégiés, peuvent entre guillemets avoir moins le cœur à l'ouvrage parce que souvent effectivement on a pu carburer entre guillemets aux perceptions positives qu'on a portées sur soi-même et on a fait les choses comme on pensait qu'il se devait qu'elles soient entre guillemets et il n'y a pas cette satisfaction, il n'y a pas ce sentiment qu'on est là où on devrait être. C'est clair, et j'aimerais appuyer ce que vient de dire Rita parce que c'est vraiment important. C'est le cœur du travail sur l'estime de soi, c'est de différencier le feedback positif ou négatif, authentique, du feedback positif ou négatif, inauthentique, exagéré, dans un sens comme dans l'autre. Parce que dans les deux cas, on rentre dans un cercle vicieux lorsqu'on accepte un feedback d'exagération. En fait, c'est quoi un feedback d'exagération ? Tout le monde le sait. Juste, lorsque tu reçois ce feedback et qu'il y a une part de toi qui dit « ce truc, c'est pas complètement moi ». Ton intuition, et je ne fais pas appel à l'instinct ou à l'impulsion, c'est différent de l'intuition. Ton intuition, elle est stable, il y a une certitude, c'est connecté à ce qu'on appelle la noosphère, c'est quelque chose, c'est là où il y a toutes les collectivités inconscientes depuis le début de l'humanité. En physique quantique, c'est démontré qu'il existe un nuage autour de nous qui contient tout ça. Eh bien, cette intuition est connectée à cet espace stable. Et lorsqu'on n'est pas capable de différencier les deux, eh bien, on va créer ces feedbacks d'instabilité, d'estime de soi. Bon, on reprendra la suite de l'émission parce que Mourad Baba a fait son entrée dans le studio. Je vais lui céder ma place et on va reprendre notre émission qui se poursuit encore 1 heure jusqu'à midi. On reste ouvert à l'échange. Si vous avez des avis ou des témoignages, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos 2 invités, Rita Moubaraki qui est psychologue et Si Mohamed Shah qui est business coach et qui est conférencier. Nous parlons, je me disais, de l'estime de soi et beaucoup des parents qui peuvent nous écouter. Dans le processus d'éducation, il y a bien sûr l'école, il y a aussi le legs qu'on reçoit de ses parents dans ses premières années de l'enfance. Il y a un terreau effectivement sur lequel on peut se dire on a la main. Et comment avoir le juste regard, comment ne pas être exagérément complaisant avec ses enfants et comment ne pas être exagérément critique peut-être. Rita Moubaraki. Alors, en essayant d'être le plus juste possible, c'est-à-dire de faire confiance à sa propre perception authentique, comme on l'avait évoqué juste avant. Je pense quand même qu'il est important, puisque tu poses cette question-là, de donner aussi des éléments pour que les parents peut-être ou les personnes puissent reconnaître une estime de soi plutôt basse et de savoir comment la corriger pour soi ou pour autrui. Et en fait, il y a des signes qu'on perçoit et qui sont... Tu parlais d'une évaluation avant, effectivement, les informations. C'est une évaluation qui consiste à répondre à un questionnaire ou un questionnaire. Oui, c'est ça, à répondre à un questionnaire en disant dans quelle mesure est-ce qu'on se reconnaît dans telle ou telle affirmation positive. Mais d'un point de vue clinique et sur le terrain, on peut aussi remarquer certaines tendances, notamment l'autocritique constante. Nous, de notre côté, en tant que professionnels, on va écouter le patient et voir qu'il peut avoir des formulations d'autocritique assez sévères, assez rudes. Il y a l'hypersensibilité à la perception d'autrui. Lorsque les personnes vont se retrouver en difficulté face à une remarque, voire même à un silence, se dire que peut-être ce silence impliquait une réflexion particulière. Il y a des difficultés à recevoir un compliment. Les personnes peuvent avoir du mal à le recevoir, ce compliment, voire même à dévaloriser la veste sur laquelle tu viens de faire un compliment par exemple et de dire que finalement elle n'est pas si bien que ça et que ça fait depuis très longtemps que je l'ai. Voilà, c'est cette difficulté-là à recevoir les compliments. Il y a la tendance à la comparaison qu'on a évoquée juste avant. Il y a la peur du conflit et du désaccord. Chez certaines personnes, elles peuvent être évitantes, utiliser des stratégies d'évitement face au conflit ou aux désaccords, avec cette impression de se dire que si j'expose mon besoin authentique, je mets probablement en péril l'amour d'autrui. Et il grandit dans son ombre, effectivement. Il grandit dans son ombre, exactement. Et enfin, il y a parfois l'inverse, c'est-à-dire la façade de surconfiance. Ça peut être un signe d'un manque d'estime de soi, d'être dans une façade de surconfiance et d'être dans des comportements compensatoires, à vouloir finalement crier plus fort pour montrer qu'on a confiance en soi. Et donc, il ne faut pas venir perturber ou venir toucher justement le sujet sur lequel on est sensible. Il y a un exemple qui m'est venu parce que ça faisait référence à une lecture ancienne.
C'était dans un livre de Jung, Exploration de l'inconscient, où il évoquait le cas d'un patient qui avait des rêves où effectivement il montait à des sommets entre guillemets sans pour autant respecter les mesures de sécurité, et dans ses rêves il atteignait ces sommets-là. Il y voyait Jung de la mégalomanie, mais qui n'a pas pu effectivement expliciter directement à son patient, parce que son patient, dans son attitude entre guillemets de tous les jours, c'était la personne la plus modeste, elle s'excusait de tout, elle voulait éviter de déranger ses interlocuteurs, parce que au fond d'elle, elle avait une estime surévaluée. Et ce patient-là, effectivement, pourquoi je l'évoque, c'est parce qu'il est décédé en montagne. Il est décédé en montagne, et il a eu cette perception, il a hésité à la partager entre guillemets, qui est la mégalomanie qui grandit dans l'ombre de ce patient-là. Il a hésité à lui partager, et in fine, cette même personne, effectivement, quelques semaines plus tard, est décédée dans un scénario qui était somme toute assez proche du rêve qu'il a pu partager en séance. Ouais, il est intéressant ce patient, parce que en fait on passe notre vie à essayer de compenser. Et on va compenser quoi? Des perceptions de manque. Lorsque je vois quelqu'un qui essaye de montrer sa surpuissance, je me demande, en tant qu'accompagnant, où et quand. Et il a vécu un moment d'humiliation, où il s'est senti tellement inférieur, qu'il a créé un personnage. Parce que les gens, quand on les accompagne, on n'accompagne pas l'être humain sur une problématique. On accompagne le personnage qui a été créé pour compenser la problématique. Et c'est souvent à l'opposé. Celui qui se montre ultra modeste, dans son fort intérieur, dans sa zone d'ombre, il passe son temps à s'élever et à essayer de compenser intérieurement le fait d'être ultra confiant. Et donc, il va créer un personnage opposé de compensation qui va montrer à la société qu'il est modeste. Mais comment tu fais pour libérer la charge originale? Parce qu'il y a une charge originale qui crée tout ce jeu de personnages. Eh bien, c'est de se demander où et quand tu as perçu, où tu as ressenti une humiliation, une minimisation, un moment où tu t'es senti inférieur, moins, pas assez ou trop. Et quand tu repères ce moment et que tu vas libérer la charge en te posant d'autres types de questions, donc d'abord tu identifies le moment où tu as senti ça dans ton passé, et ensuite tu vas identifier, ok, à ce moment-là, sous quelle forme je n'ai pas été humilié, parce qu'il y a toujours un équilibre. Rappelle-toi, Dieu ne fait pas d'erreur. Et donc au moment où tu peux percevoir de l'humiliation, il se cache derrière peut-être autre chose. Il se cache à un moment où tu as grandi, où tu as développé autre chose, une compétence. Parce que les parents qui essaient juste de protéger leurs enfants pour ne pas qu'ils se sentent humiliés, eh bien ces parents, ils oublient que le monde sera bien fait, et c'est le monde extérieur qui va les humilier si eux, ils n'ont pas fait le travail de manière équilibrée, ils n'ont pas maîtrisé ça. La plupart des parents qui viennent, ils me disent, mon enfant se fait bullied à l'école, ça veut dire quoi? C'est quoi? Se fait harceler à l'école. Ben, la question que je pose, où et quand vous le surprotégez? Ah ben c'est sa grand-mère qui le surprotège, ok. Et donc si c'est sa grand-mère qui le surprotège, forcément il va vivre le côté opposé parce que le monde, l'univers, Dieu veut l'équilibrer et le rendre autonome. Oui, mais ça consiste aussi à voir peut-être ce qui semble être les malheurs qui nous viennent de l'extérieur comme une chance ou une opportunité. Rita Moubaraki. Absolument, et il faut surtout garder en tête qu'avec ces facteurs externes qu'on est justement en train d'évoquer, chaque fois qu'on pense, chaque fois qu'on agit, on renforce éventuellement l'estime de soi, et d'une manière plus scientifique, on renforce certaines connexions neuronales qui nous mènent à avoir une estime de soi plus haute ou plus faible. Et effectivement, les parents, en surprotégeant ou en ne protégeant pas du tout, ne permettent pas de protéger leur enfant d'une estime de soi faible ou renforcée. Oui, bon, dans l'exemple qui me vient aussi à l'esprit, il y avait cet exemple entre guillemets dans un livre, mais il y a dans la perception qu'on peut avoir dans un parcours de vie, des observations qu'on fait dans son entourage. On peut observer effectivement des personnes qui sont extrêmement critiques et qui, derrière le perfectionnisme entre guillemets apparent qu'elles peuvent avoir, c'est l'idée que souvent on est digne que des choses qu'on peut faire de façon parfaite, c'est-à-dire le refus de l'échec entre guillemets. C'est entre guillemets une estime dégradée, mais qui cache une très haute estime qu'on a de soi-même, paradoxalement.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu évoques la perfection, et ça peut franchement être l'ennemi du bien. Le mal et le bien. En fait, d'être dans une recherche de perfection, c'est ce qui fait que... L'ennemi et l'ennemi du bien. Oui, parce que en fait, ce qu'il se passe, c'est que souvent, une personne avec une faible estime de soi peut avoir tendance à vouloir opérer à une sorte de révolution interne, quelque chose d'assez spectaculaire, et de se dire, du passé faisons table rase, à partir de maintenant, je vais commencer à avoir tel ou tel comportement de manière radicale. En réalité, le cerveau a énormément de mal à fonctionner comme ça. Il valorise beaucoup mieux la régularité et les petits pas. La régularité, les petits pas. Bon, dans le processus d'intégration, entre guillemets, alors on va partager des exemples et des explications, mais ce sont des assertions ou des raisonnements qu'il est quelquefois difficile d'intégrer. Alors, qu'est-ce que ça représente que l'accompagnement quand on a la casquette de coach? Alors, tu disais, c'est Mohamed Shah, qu'il n'y a pas cette séparation entre la psychologie et le coaching ou l'accompagnement. Dans la pratique, ça consiste à faire quoi précisément? Est-ce que ce sont des séances sur une année? Est-ce que ce sont des séances courtes? Comment manifester ou représenter le type d'accompagnement qu'on peut avoir avec des personnes qui vont faire état d'expériences, qui ont eu des incidences, notamment sur l'estime de soi-même? En fait, non, ça ne prend pas des années. Lorsqu'on utilise le mauvais outil, même la tâche la plus simple devient impossible. Par exemple, si je veux arrêter de fumer en essayant avec la force de la volonté, ça ne marchera pas. Ou ça marche très très peu et pas assez longtemps. Donc, on peut solutionner un problème lorsqu'on va toujours à la racine. Et la racine, c'est quoi? Par exemple, la perfection. Celui qui veut être parfait, avant d'agir, avant de rendre un travail, il a une peur. La peur, c'est quoi? C'est de l'opposé de la perfection. Donc, il a peur d'être imparfait. Et là, j'aimerais revenir avec lui. Et là, je suis plus coach. À ce moment-là, j'enlève ma casquette de coach, je prends ma casquette de thérapeute et je lui pose la question: où et quand tu t'es senti imparfait, tu as subi des conséquences négatives pour toi, dans tes perceptions? Et là, il va me sortir un épisode. Et c'est sur cet épisode que je vais travailler. Et je vais rééquilibrer sa charge. Pourquoi? Parce que l'amygdale cérébrale, elle va stocker dans le subconscient, via la mémoire épisodique, dans l'hippocampe. C'est des parties du cerveau, c'est neurologique, on peut l'observer. Eh bien, lorsque je vis un événement et que l'amygdale va associer une valence c'est une charge positive ou négative à l'événement, c'est notre part animale qui s'active. Donc la part animale, elle veut aller vers le plaisir, fuir la douleur, manger la proie et fuir le prédateur. Lorsque je perçois qu'une situation est une proie, et donc je vais avoir envie de la fuir, je vais la stocker dans mon subconscient qui est l'amygdale plus l'hippocampe, je vais stocker cet épisode comme étant négatif. Ce négatif, dès qu'il me sera rappelé par le monde extérieur, souvent avec des sous-modalités, donc par exemple quelqu'un qui porte un t-shirt bleu qui me rappelle l'épisode original, à chaque fois que je vais voir ça, ma peur d'être imparfait va se réactiver et inconsciemment ça appuie sur le bouton, j'ai besoin d'être parfait et je ne me contrôle plus, je ne suis plus authentique, je suis en train d'essayer de vivre sous le personnage du parfait et donc je ne suis pas authentique, je ne vis pas selon ma mission, je veux être parfait pour l'autre. Et là, tant que tu ne fais pas la thérapie derrière et que tu ne vas pas travailler sur la charge originale, fais tout ce que tu veux, va voir les coachs motivationnels que tu veux, lis les livres que tu veux, ça ne changera pas. Le bouton de manque de confiance est appuyé. Dans certaines cultures, on appelle ça le karma, qu'on trimballe dans le gommage. Oui, on fait positivement ou négativement. Exactement. Alors qu'il y a le monde du dharma. Le monde du dharma, c'est lorsqu'on est capable de revenir à la source originale. On sort du karma et on arrête de faire des révolutions autour de soi-même, mais on change d'évolution. C'est l'œil, entre guillemets. Oui, si Mohamed Shah intégrer, on va identifier ce moment, mais travailler sur ce moment pour l'intégrer, c'est faire quoi précisément? C'est effectivement là où réside peut-être le questionnement principal. Yes. Il y a la respiration musicale Oui, il y a une respiration musicale que j'ai décalée. Ok, oui. Donc si tu l'as décalée rapidement, comment le faire? Mais je recommande lorsqu'on est chargé, vraiment, ça dépend du ratio de perception que l'amygdale a stocké. Si elle a stocké un ratio de perception 7-1, il y a un trouble bipolaire qui peut s'activer. C'est ce que j'ai remarqué parce que le trouble bipolaire, c'est quoi? C'est un personnage que je vais créer pour compenser un trauma fort. Donc, si il y a un ratio moins de 7-1, le ratio, c'est quoi? C'est le nombre de perceptions positives par rapport au nombre de perceptions négatives pour cet événement. S'il y a moins, là, tu peux le faire tout seul et tu peux faire l'exercice suivant. S'il y a plus, tu as besoin qu'on se voit. Donc, s'il y a moins, c'est quoi? C'est que
tu vas te poser des questions à l'opposé de ce qui a créé tes perceptions négatives. Parce que si on revient à l'événement où tu t'es perçu imparfait, par exemple, tu es un élève, tu es passé devant l'école et on s'est moqué de toi. Tu as perçu du négatif. Donc si tu as perçu plein de négatifs, à ce moment-là, la question à se poser, c'est la suivante. Quand je reviens dans le moment, je ferme mes yeux, mon intuition est au plus haut parce que c'est là où ça stocke dans ma mémoire épisodique. Et donc je vais me demander, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, en quoi le fait qu'on se moque de moi m'a fait grandir, m'a rapproché de ce que je veux être, m'a servi, m'a été utile. Et tu es en train, en se posant des questions et en trouvant des réponses, tu peux étaler tes 7 domaines de vie. En quoi ça m'a été utile spirituellement, en quoi ça m'a été utile physiquement, en quoi ça m'a été utile financièrement, en quoi ça m'a été utile dans mon niveau de confiance, en quoi ça m'a été utile dans mes 7 domaines de vie, santé, sociale, spirituelle, famille, finance. Et plus tu listes ça, plus tu es en train de rééquilibrer le ratio de perception et tu es en train de décharger l'amygdale et la mémoire épisodique et tu décharges un épisode qui s'active de manière inconsciente. Parce que le subconscient de Freud et de Jung, ce n'est rien d'autre physiologiquement que, je vais imager, mais que l'amygdale et la mémoire épisodique via l'hippocampe. C'est un peu l'ensemble des deux, le travail des deux. Quand on le décharge, juste en posant les bonnes questions, eh bien, le bouton n'est plus appuyé. Et je n'ai plus besoin à ce moment-là de travailler mon estime de soi, parce que j'ai pas de problème, j'avais juste une charge qui m'empêchait de libérer qui je suis. Oui, je déconseille de fermer les yeux quand on conduit, parce que certains pourraient être tentés par l'exercice. Je vais annoncer la respiration musicale. Et je précise bien entendu que nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts consacrée ce matin à l'estime de soi-même, qui est quelquefois un carburant, quelquefois un frein. Et c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Pour en parler, nous sommes avec nos 2 invités que je présente pour ceux qui se joignent à l'émission. Nous sommes avec Rita Moubaraki, qui est psychologue. Nous sommes avec Mohamed Shah, qui est business coach et qui est conférencier. Alors, j'y viens peut-être aux exercices et cette notion aussi de rapport qu'on a avec ceux qui manifestent dans les conversations qu'on a avec eux, avec les personnes concernées dans un cabinet. Les démarches d'un psychologue. Alors, moi, j'ai entendu effectivement qu'il s'agissait de se poser un certain nombre de questions. Il y avait un rapport. Quand ce rapport, entre guillemets, le permet, on peut faire ce chemin soi-même. Mais dans un cabinet, quelle est cette démarche, entre guillemets, ce processus d'intégration d'un déséquilibre, parce qu'on a dans la vie, par nécessité, des déséquilibres, des moments qui nous marquent et qui font qu'on a une perception qui prend le pas des fois sur la liberté qu'on peut avoir d'agir différemment de la volonté qui naît en nous. Oui. Alors, par rapport à l'intégration de ce déséquilibre, moi je vais rejoindre Si Mohamed là-dessus. Je pense que l'idée aussi, c'est de parler aux patients, de lui en parler. Très souvent, ils le reconnaissent. Très souvent, les patients reconnaissent ce manque d'estime de soi éventuel. Dans la difficulté pour le patient de le reconnaître, on peut aussi lui proposer les évaluations qui, elles, sont standardisées et qui viennent apporter une réponse qui est tout de même moins subjective. Ensuite, une fois que le patient le reconnaît ou évoque certaines situations qu'il a identifiées, on peut l'aider à travailler finalement sur la modification des circuits neuronaux, c'est-à-dire qu'on peut compter effectivement sur la plasticité cérébrale et bien garder en tête que le manque d'estime de soi n'est pas une question de personnalité, c'est vraiment une question de construction cognitive et émotionnelle. Dans cette configuration, on peut donc proposer aux patients des exercices simples. Je vais donner un exemple concret. Une personne qui a du mal à se dire qu'il va animer telle ou telle réunion dans un mois. Oui. Alors, dans cette situation, on peut lui proposer une exposition graduelle. Donc finalement, de proposer à la personne de commencer peut-être par un sourire à la prochaine réunion, puis à la réunion d'après, peut-être une réflexion, une remarque. Ces choses-là permettent finalement au cerveau de se rendre compte qu'il se sent en sécurité à un endroit où, il y a encore quelque temps, il se sentait en situation de peur. Ça permet donc d'annuler certains systèmes et notamment de désactiver le signal d'alerte dans lequel le cerveau peut se trouver. Oui, et le signal d'alerte, c'est l'expérience qui le construit. Exact. Et puis, tu sais, l'estime de soi, c'est trop vague, mais on peut décomposer ça en 3 piliers à travailler. Pour ceux qui veulent travailler ça avec eux-mêmes, il y a la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Pour la confiance en soi, c'est la plus simple, c'est le plus facile. Parce que si je te pose à notre auditeur qui nous écoute, je te pose la question, est-ce que tu as un manque de confiance en toi dans ta capacité à aller prendre ta douche ? Il dira non. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait 1 millier de fois.
ou plusieurs milliers de fois. Et ce n'est qu'une question de répétition. Ce qui veut dire que si je veux parler en public et que je tremble de peur de parler en public, moi je l'ai eu cette peur, limite l'envie de vomir juste avant de parler en public. Aujourd'hui, je peux ne ressentir aucun trac quand je veux parler face à un public lorsqu'il s'agit d'un sujet que je maîtrise. Mais lorsqu'il s'agit d'un sujet que je ne maîtrise pas, j'aurais certainement envie de vomir. Ah oui. Parce que, donc c'est contextuel. Bon, j'ai des techniques, je pourrais faire des blagues. Des présentations à l'école Exactement. Mais si tu as un problème, c'est un exemple, parce que souvent les gens qui viennent en entreprise, ils me disent, si moi j'ai ce problème, j'arrive pas à animer une réunion. Eh bien, c'est simple. Commence par un public composé de 0 personne. Et fais ta présentation. Ensuite, prends un public composé de 1 personne, ensuite 2, ensuite 3. Fais-le à 7 fois, comme quand tu prends ta douche. Et tu verras que ton manque de confiance va se transformer en confiance d'ici 6 mois. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent transformer leur vie en 10 minutes. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, c'est une attente irréaliste. Ensuite, l'amour de soi, c'est quoi? Ça, c'est un travail thérapeutique. Parce que si je n'ai pas eu d'amour de moi-même, parce que souvent c'est le manque d'amour qui a été projeté par nos parents et c'est une réalité. On ne peut pas dire que c'est le fait d'avoir été éduqué dans un endroit où je suis pleinement aimé, où je me sens pleinement aimé. Ça change la neurologie de la personne. Son cerveau est différent, il fonctionne différemment. Les chemins neuronaux qu'il va emprunter. Ils sont déjà validés par... Exactement. Il n'a pas besoin d'aller valider. Ce besoin a déjà été rempli. Donc là, il y a un travail thérapeutique à faire et les cas sont différents. Je ne peux pas en parler ici maintenant, mais voilà, si vous sentez, c'est pas un problème de compétence, donc la confiance en soi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se travaille avec la pratique, et que c'est un problème d'amour, allez voir quelqu'un dont c'est le métier. Ensuite, il y a l'image de soi. Et l'image de soi, ça aussi, ça se travaille tout seul. C'est en se posant, rappelez-vous, les bonnes questions. La meilleure question à se poser, c'est ok, je perçois que j'ai une mauvaise image de moi, maintenant, où et quand je me suis perçu avoir une bonne image de toi. Si tu as une faible estime, la première réponse, ça va être « je n'ai jamais eu une bonne image ». Mais c'est faux. Pose la question à ton entourage. J'aurais peut-être pas envie de chercher, de trouver la réponse. Parce que exact. Il y a des bénéfices quelquefois cachés à se mésestimer, c'est-à-dire pour ne pas avoir le courage de faire ce que l'on sent en soi par l'intuition. Exact. Et pour justifier les échecs. Donc il s'agit là d'aller voir c'est quoi les bénéfices secondaires que j'ai de continuer à croire que j'ai une mauvaise estime de moi. Et donc tu te poses la question simple. À quoi ça me sert? Je sais que c'est bizarre de se poser la question à quoi ça me sert, mais tu n'auras jamais de nouvelles réponses dans ta vie si tu te poses toujours la même question. Donc pose-toi cette question. À quoi? Reviens à un moment spécifique. Où et quand? Il faut le où et le quand, parce que tu ne peux pas accéder à ta mémoire épisodique sans revenir à l'épisode. Reviens à un moment spécifique. Où et quand tu t'es perçu avec un manque d'estime. À ce moment-là, étape 1, c'est reviens. Quand tu y es, tu passes à l'étape 2. Tu peux pas passer à l'étape 2 sans avoir fait l'étape 1. Donc quand tu y es, l'étape 2 c'est quoi? À ce moment-là, quels sont les bénéfices pour moi? Qu'est-ce que ça me permet d'être, de paraître, de faire, d'avoir, de continuer à croire que j'ai une mauvaise estime de moi, que je suis faible ou que je suis pas assez? Qu'est-ce que ça me permet? Et liste, tu vas trouver jusqu'à une dizaine de bénéfices pour toi. Et quand tu listes ces bénéfices, tu es maintenant conscient, tu n'es plus inconscient, parce que dans inconscient il y a le mot con, et quand tu es inconscient, tout ce qui est caché dans ton inconscient, ça te rend con. Donc dès que tu conscientises, déjà tu as fait 50% du chemin. Ça limite en tout cas l'autorité qu'on a sur soi-même, parce que c'est quelque chose qui agit indépendamment de sa... C'est ce que la méditation permet. De sa volonté. Alors j'ai très envie de rebondir sur cette question des bénéfices secondaires, et on l'évoquait tout à l'heure, lorsqu'on a du mal à recevoir des compliments notamment, parfois exprimer une estime de soi assez basse permet de provoquer chez l'autre des compliments. Et ces compliments-là sont des bénéfices secondaires, l'un dans l'autre. Le seul problème avec ces bénéfices secondaires-là, et pourquoi ils ne sont pas tout à fait efficaces, ils sont efficaces de manière situationnelle, mais pas de manière profonde. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils dépendent des facteurs externes sur lesquels on n'a pas de prise. Vous vous retrouvez, par exemple, devant un interlocuteur qui, lui, n'est pas généreux en compliments. On va se retrouver tout de suite assez dévêti face à la situation de difficulté à laquelle on est confronté. Donc, effectivement, l'idée, c'est que ces compliments, éventuellement, en tout cas, cette conscience de ces affirmations positives soit intégrée.
Oui, bon, ce qu'on intègre à notre émission, c'est la musique, et nous allons en profiter à l'instant même avant d'entreprendre les derniers instants de notre émission qui, je le rappelle, se poursuit jusqu'à midi. Et nous sommes avec nos deux invités, Rita Moubaraki et c'est Mohamed Shah. Bon, on partageait entre guillemets des exercices pour ceux qui essaient d'observer les signes qu'ils ont d'eux-mêmes, pour voir s'il y a entre guillemets un déséquilibre, qu'il s'agit d'observer et qui sait peut-être d'intégrer ou de soigner. Il y a une part entre guillemets de notre inconscient qui est entièrement dédiée à cela. Essayer d'équilibrer les déséquilibres en nous-mêmes. Alors Rita Moubaraki, je ne sais pas si tu avais des compléments d'informations par rapport à l'exercice qu'on peut avoir en observant, en ayant une pratique avec des patients. Alors par rapport à la pratique avec... Et par rapport aux distinctions qu'on a pu entendre sur l'amour de soi, la confiance en soi-même. Alors la confiance en soi, de toute façon, elle est quand même à distinguer de l'estime de soi, puisque la confiance en soi parle de plus de performance, c'est-à-dire la foi en ce qu'on fait. L'estime de soi, c'est vrai qu'elle se rapproche beaucoup plus de l'amour de soi, effectivement. Et dans ce contexte, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour préconiser non pas de grandes révolutions internes, mais d'y aller pas à pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les deux, on est également en accord pour dire que c'est la répétition, l'ifada finalement, et qui va nous permettre de s'améliorer et de l'intégrer de manière comportementale. L'idée, c'est pas seulement de le penser, c'est de le faire. Se dire que j'en suis capable est une chose. Faire en sorte que le corps et que le comportement effectuent ces missions-là et ces exercices. Si j'entends, il faut se donner des exemples objectifs qui nous permettent, entre guillemets, de remettre en question une croyance infondée qu'on avait sur soi-même. Ça me rappelle le film dans Réservoir Dogs, il y avait quelqu'un qui s'entraînait, qui était un agent infiltré, qui s'entraînait à faire des discours où il racontait, entre guillemets, des blagues qui allaient lui attirer la sympathie de cet environnement un peu particulier. Et c'est vis-à-vis de son miroir qu'il faisait ses discours et ses répétitions, parce que le point de départ, c'est que c'était un agent infiltré et par conséquent, c'est pas tout à fait son milieu. Alors c'est une très bonne idée, parce que finalement le cerveau l'intègre au niveau des phrases. Mais je tiens quand même à insister sur la dimension comportementale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a dit, c'est une chose, c'est déjà un grand pas pour le cerveau et pour les circuits neuronaux, pour pouvoir intégrer cette information qu'on est assez, qu'on est suffisamment bien, et l'importance aussi du comportement, c'est-à-dire d'avoir des exercices concrets dans le présent. Et ce que j'entendais aussi dans la croyance même préalable pour faire ces exercices, tu nous disais, c'est Mohamed Shah, Dieu ne fait pas d'erreur. Oui, parce que, en fait, ce qui est marrant avec l'être humain, c'est que il commence parfois à croire qu'il a plus raison que Dieu. Comment il fait ça? C'est en pensant qu'il y a des erreurs dans le monde ou dans l'univers. Comment il peut penser qu'il y a des erreurs? Par exemple, il voit une guerre, il se dit c'est une erreur, il faudrait que ça change. Non, il faudrait pas que ça change. Ça contribue à un équilibre beaucoup plus grand que tu n'es pas capable de comprendre avec ton petit cerveau. Et aussi, prenons l'exemple de la guerre ou de la paix. La guerre et la paix ont toujours existé, existeront toujours. Donc vouloir que cet équilibre soit rompu parce que toi tu penses que c'est mieux la paix, parce que tu es plus attaché à la paix, ça marchera pas. Et donc tu es en résistance à ce que l'univers est, plutôt que d'essayer de comprendre l'ordre caché derrière le chaos apparent. C'est ça ma mission en tant qu'accompagnant. Quand j'accompagne quelqu'un, quelle que soit la problématique, dès que j'attire son attention, à essayer de voir et à sentir et à réintégrer au niveau cellulaire, au niveau de son cerveau, au niveau de son cœur, qu'il y a toujours un ordre caché derrière le chaos apparent, et il y a toujours un chaos caché derrière l'ordre apparent, eh bien, il y a un sentiment de gratitude qui vient, et on est là en train d'apprécier l'univers tel qu'il est, plutôt que d'essayer de le changer. Et quand tu as ça, tu as plus de manque d'estime de toi. J'entends cette perception-là, même les bénéfices qu'on en tire. Alors quand on a cette vision-là, entre guillemets, on est dans l'acceptation et moi dans le rejet de ce qui nous arrive. Mais dans les inconscients collectifs, entre guillemets, c'est un paramètre, c'est une caractéristique du sage, qui essaie d'éprendre quelquefois de la réalité. Mais il y a dans l'inconscient collectif le rebelle,
c'est-à-dire celui qui est en résistance par rapport effectivement à ce qui arrive. Et ça fait partie, entre guillemets, des habits que nous observons même dans les plus petites communautés. Celui qui dit non, qui refuse, que ce soit à table, en famille, que ce soit dans les petits villages, ou que ce soit dans la société. Il y a des réfractaires, entre guillemets, Il y a besoin de tout. qui, s'ils écoutaient leur nature, effectivement, seraient souvent en position de retrait, voire de réticence. Alors, par rapport à ce révolutionnaire interne, moi, je serais plutôt de l'avis qu'il est important de lui laisser un petit peu de place et de l'écouter, et que dans cette dimension, on peut concéder que finalement, on n'est pas parfait comme on est, mais qu'il serait intéressant d'accepter cette imperfection et d'être dans l'imperfection est une norme qui est tout à fait acceptable. L'acceptation, c'est encore... mais il faut de la sagesse pour aider les uns les autres. J'insiste sur le mot accepter, non pas tolérer, parce que je pense que quand on est tolérant, c'est pas tout à fait être acceptant. Bon, quand on est tolérant, on veut, entre guillemets, surplomber son entourage. Oui. Il y a toujours une compétition dans la tolérance ou dans la bienveillance. Ouais, et puis, tu sais, la notion d'acceptation, il y a sous-jacent une notion de force. Je me force à accepter. Ouais. Et c'est pas... pour moi, l'acceptation, elle est chiante. Elle est nulle. C'est un premier niveau. C'est bien. Ça aide sur beaucoup de choses. Mais par contre, je parle d'appréciation. D'être capable d'apprécier ce qui est déjà. Parce que dès que tu apprécies, tu lâches le désir de vouloir que ça change. Et paradoxalement, dès que tu lâches le désir de vouloir que ça change, ça commence à changer. Tu sais, j'ai recherché l'amour de ma mère à travers mes accomplissements. Pendant des années. Ça m'a valu des addictions et plein de crises existentielles. Et le jour où j'ai littéralement commencé à m'en foutre de ça, je n'ai plus besoin de ça. C'est là où elle a commencé à me reconnaître. Et paradoxalement, j'en avais plus besoin pour mon équilibre. Parce que j'ai lâché ce besoin-là. Et au lieu d'essayer de qu'elle me reconnaisse, je me suis reconnu moi-même. Intuitivement, elle sentait dans ce besoin-là une forme de faiblesse et dans ce détachement, une forme d'accomplissement. Ouais, c'est ça. J'aime bien les mots que tu mets sur ma vie. Tu comprends mieux ma vie que moi. Merci. Alors, le mot de conclusion pour Rita Moubaraki. Alors, pour conclure, je pense que le plus important, c'est de compter sur les petits pas, effectivement, de compter sur ce qu'on appelle l'exposition graduelle pour pouvoir apprendre au cerveau à construire de nouveaux schémas neuronaux. Bon, ce sera notre mot de conclusion. Je remercie les auditeurs pour leur écoute et nos invités pour leur présence. Demain, nous programmons d'autres thématiques des experts. Le prochain rendez-vous de l'actualité à la radio, ça va être les actualités qui nous seront présentées, un journal d'information en langue arabe présenté par Kamel Rsal.